un procès qui a fait grand bruit à Paris en France, qui a porté sur le génocide qui a eu lieu en 1994 au Rwanda. Ce procès a porté sur un ouvrage d'un auteur connu, Charles Onana, un auteur franco-camerounais qui a produit un essai. Celui-ci a été attaqué en justice par plusieurs organisations qui disent que cet ouvrage nie le génocide des Tutsis au Rwanda. Décision qui a été confirmée en première instance par le tribunal correctionnel de Paris qui condamne M. Onana et son éditeur à payer quelques sommes, quelques milliers d'euros pour justement répondre à cet appel. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous dans cette émission. Nous parlons donc du procès Onana devant les tribunaux correctionnels de Paris. À toutes et à tous, merci beaucoup de nous faire confiance. On reçoit pour vous dans cette émission Maître Thomas Gamakolo Mputu. Il est chercheur sur les questions de Grand Lac. Il est aussi membre d'une structure de lutte contre le racisme, le discours de haine et le séparatisme. Maître Thomas Gamakolo Mputu, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission pour parler de cette question épineuse de la condamnation de Charles Onana. Merci beaucoup. Je suis très heureux de revenir encore sur votre plateau pour essayer de, en fait, de parler, bon, les sujets épineux, bon, de parler d'un sujet qui défraie la chronique. Défraie la chronique. Disons, ça peut pas être épineux parce que ça ne touche pas vraiment mon pays directement dans sa chair. Il ne s'agit pas tout d'abord même d'un citoyen congolais. Mais c'est Charles Onana, il a fait son chou gras du Congo. Mais le Congo n'est pas... c'est un Français, en quelque sorte, je vous l'ai dit. Mais c'est Charles Onana est un Français. La justice de son pays l'a condamné. Ça ne peut pas être une épineuse question ici. Mais par contre, compte tenu de la réaction de beaucoup de Congolais que nous sommes, il était important de clarifier quand même certains aspects. C'est pourquoi je me suis livré à cet exercice auquel vous me soumettez. Et je pense pouvoir être à la hauteur des questions que vous allez me poser, qui sont très généralement des questions très pertinentes. Merci beaucoup de venir commenter avec nous ce verdict qui lit M. Charles Onana. Alors, quel est votre premier commentaire après avoir appris que M. Onana et son éditeur ont été condamnés par la justice française? Mon premier commentaire est que c'est un verdict logique. Expliquez-vous. Oui, c'est logique au regard des faits dont le tribunal était saisi. Charles Onana, comme vous le savez, c'est un politologue, essayiste, polémiste, comme il est qualifié par les organisations qui l'ont poursuivi. Et les accusations des organisations, c'est-à-dire de Survie, Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, ce sont des organisations françaises. Il y a aussi la LDH, il y a plusieurs autres organisations des droits de l'homme qui ont estimé que M. Charles Onana était en train de minimiser des faits qui ont été qualifiés de génocide ou de crimes contre l'humanité par les tribunaux pénaux internationaux ainsi que par la justice française. Donc il faut comprendre le contexte dans lequel, si vous voulez comprendre que c'est logique. C'est logique parce que dès l'instant où son pays, d'où il est citoyen, parce qu'il est citoyen de la France, c'est un franco-camerounais. Dès l'instant où son pays s'était placé aux côtés des nations qui ont considéré que les crimes commis sur des Tutsis en avril 1994 jusqu'en juillet constituaient des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Dès l'instant où la France considérait cela et que le tribunal pénal international de la Chine internationale également considérait que ce sont des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, il était normal que, étant citoyen français, tenant dans ses propos
dans certains livres des termes équivoques, parfois banalisant, des termes qui banalisaient en quelque sorte ces faits de génocide qui a meurtri gravement l'Afrique, l'humanité dans son ensemble, et plus particulièrement nos voisins. Et ce sont des crimes qui ont toujours tendance à bégayer, donc à se répéter chaque cycle de 30 ans. Vous voyez, donc c'était tout à fait normal qu'à partir du moment où lui semblait soutenir des thèses qui allaient dans le sens de soit édulcorer, soit banaliser, soit minimiser, soit nier ces faits de génocide, que la justice de son pays, je le rappelle, c'est-à-dire de la France, puisse considérer que c'est une forme d'apologie ou à des actes, à des crimes de génocide. Vous êtes aussi avocat. Parce que ce sont des contestations. Vous êtes aussi avocat. Quand on a suivi M. Onana dans sa première réaction, même un peu partout, au cours de ce procès, Onana a dit qu'il n'a jamais nié qu'il y ait eu génocide de Tutsi en 1994. Ça, on l'a même suivi avec ses avocats, l'ont aussi dit après chaque procès, ils disent que M. Onana n'a jamais nié qu'il y a eu génocide des Tutsis en 1994. Comment se fait-il que la justice condamne un monsieur pour négationnisme du génocide, pendant que lui-même dit qu'il n'a pas nié le génocide des Tutsis? Bon, vous savez, je ne sais pas tout d'abord pourquoi est-ce que les Congolais que nous sommes semblons beaucoup plus être en soutien. Et même, il y en a même qui sont atterrés, attristés par le fait qu'un citoyen étranger qui est condamné dans son pays, je ne sais pas pourquoi nous sommes autant choqués. Ça, je dois quand même le dire parce que je sens à travers... Vous répondre par rapport à votre préoccupation? Oui. Monsieur Onana a dit que si on l'a condamné, c'est parce qu'il a découvert un plan d'invasion du Congo. Ce plan-là, c'est un plan orchestré par les Américains et Paul Kagame et quelques États voisins pour venir piller, voler et même balkaniser la République démocratique du Congo. C'est pour ça que on s'acharne sur Charles Onana. Ces découvertes la font très mal. Voilà pourquoi il dit que on le condamne, on l'attaque de toutes parts. Alors dans ce cas-là, il est important de rappeler que le procès n'a pas touché les problèmes de la RDC. Le procès de Charles Onana qui a été ouvert, parce que j'avais quand même pris les soins de pouvoir obtenir dans l'intention de vos téléspectateurs des éléments qui montrent que c'est un procès comme tout autre. M. Charles Onana a été attrait en justice sur base d'une plainte qui a été déposée le 21 octobre 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Qui a déposé la plainte? La plainte a été déposée par l'association Sirvi, par le FIDH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, comme on dit, par la Ligue des droits de l'homme et des citoyens LDH. C'est eux qui ont déposé une plainte avec la constitution de la partie civile, c'est-à-dire ils se sont mis comme victimes, à la place des victimes, de toutes les victimes des génocides. Ils se sont donc constitués partie civile, parce que je rappelle que le génocide est un sujet grave. C'est les plus graves, les crimes les plus graves sur le plan international. En droit international, il n'y a pas de crimes plus graves que les génocides. Je rappelle ici que le génocide, c'est un univers dans lequel il n'y a ni foi, ni Dieu, ni homme, ni femme, ni humanité. Puisque les genres de choses qui se commettent pendant les génocides, je donne un exemple, vous aurez pu voir, par exemple, lors des génocides, qu'un mari tue sa propre femme parce qu'elle est Tutsi. Ou quelqu'un évente sa femme, sort l'enfant, et comme il est essuyé du sang Tutsi, il est pile au mortier. Il y a eu des choses du genre, les enfants qui tuent leur papa, les papas qui tuent leur maman. C'est-à-dire que même les liens d'affection naturels, quand il s'agit de génocide, ça n'existe plus. C'est la raison pour laquelle le monde entier, après ces faits-là de 94, a voulu sonner
la lampe pour dire que plus jamais ça, never again. C'est le monde entier. En fait, ce n'est pas un crime qui touche un pays spécifiquement. C'est-à-dire que lorsque ces crimes se commettent, quand on vous les décrit, c'est tout homme doué des sens d'humanité qui doit se sentir offusqué, qui doit se sentir en quelque sorte déstabilisé. On doit se demander, mais ça c'est quel monde? Nous sommes où? C'est le pandémonium. C'est comme, on peut dire, c'est comme si on était déjà en enfer. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle l'édulcoration de ces faits, la banalisation de ces faits, par des discours, des écrits, de toute autre manière que ce soit, par des chants, de façon artistique, ou par quelques moyens artistiques qui soient, c'est pourquoi la dénégation ou les contestations ou comment dirais-je, la banalisation de ces faits-là ne peut qu'emporter une sanction vis-à-vis de celui qui s'y livre. D'où à la réponse à la question, la première, pourquoi je trouve ça logique. C'est logique. C'est logique quand on joue avec ces genres de crimes qui ont touché l'humanité tout entière, qui a été reconnu pour le cas des faits commis contre les Tutsis en 1994, d'avril en juillet. Ça a été reconnu même par les Nations Unies. Ça a été reconnu par la TPIR, qui est une justice au-delà de tout soupçon, parce que c'est constitué des juges internationaux. Ça s'est tenu à Arusha. Et ils ont mis du temps, je crois que c'est en 2006 qu'ils ont fini par décider que ces faits peuvent être qualifiés de génocide. Alors, quand un auteur, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'opinion, estime que c'est un terrain fertile sur lequel il peut venir pour essayer de s'aimer un peu par des procédés, des duplicités, des manipulations, des mots et tout, des guillemets, quand il parle de génocide, on met entre guillemets, quand on parle de génocide, on dit que c'est une vaste escroquerie. Vous voyez des termes pareils. Lorsque vous venez avec une telle désinvolture, un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, ignorant qu'il y a également des victimes qui sont encore des survivants de ces crimes, certains qui ont perdu toute une famille. Vous comprenez? Il y a des familles qui se sont totalement éteintes, qui ne se révéleront plus. Vous voyez, ici, chez nous, nous croyons que c'est un jeu, mais dans des pays des gens sérieux, parce que j'ai fait quand même confiance à la justice française, c'est une justice quand même qui est dite dans un état de droit qui est profondément démocratique. On ne peut pas douter que la France est un pays démocratique, que sa justice est une justice plus ou moins indépendante, parce qu'ils ont condamné 2 présidents. Vous connaissez l'histoire du juge Luc Alphen, qui a condamné Chirac pour l'histoire de participation dans les histoires des HLM, quand il était encore maire de Paris. On l'a condamné bien après qu'il était président. Sarkozy, même, a été poursuivi dans l'affaire Big Malion et même condamné. Vous voyez, c'est 2 présidents. Quand il était déjà en fonction, il était poursuivi, on a attendu qu'il finisse. Donc, dans un pays comme celui-là... Les proches de Kagame et les proches de Charles Onana estiment que la justice française était à la solde de Paul Kagame. Que Kagame, il a comment dire, il a une certaine portée, une certaine ascendance sous la justice française. On l'a même dit, le jour de l'ouverture du procès, M. Kagame a fait exprès de se rendre à Paris, en France, comme par magie, comme par coïncidence. Donc pour lui, il y a beaucoup d'éléments qui prouvent quand même que la justice française est quelque peu à la solde de M. Kagame et même ces multinationales-là qui ne veulent pas de la vérité. Ces arguments-là, quelqu'un qui vient de perdre un procès et qui estime que c'est la justice qui est à la solde de l'État, je pense que ce n'est pas du tout sérieux. Vous avez constaté que même son avocat n'a pas voulu s'avancer sur ce terrain. Il s'est contenté de faire acter appel pour pouvoir présenter ses moyens de défense au niveau de l'appel. J'espère bien qu'au niveau de l'appel, ils pourront s'en sortir. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que la France est un pays profondément démocratique. Ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. J'ai dit sa justice, malgré les faiblesses inhérentes à la nature de toutes les justices humaines, ça peut arriver. Des erreurs judiciaires, ça existe partout dans le monde. Demain, l'une des plus, je peux dire en quelque sorte, indépendantes du monde. J'ai donné l'exemple de 2 chefs d'État qui ont été poursuivis et condamnés. J'ai donné l'exemple de Chirac
j'ai donné avec le juge Alphen dans le cadre du dossier des HLM de Paris. Ceux qui suivent l'information internationale savent. Une fois son mandat de chef d'État achevé, Jacques Chirac a été jugé et condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans. Vous voyez, il s'agit de cette justice-là. Vous ne pouvez pas dire qu'une telle justice peut être instrumentalisée par, en plus de ça, non même pas un président français. Peut-être si les intérêts de la France sont menacés, la justice française peut défendre la France. Je ne vois pas quel intérêt de la France Onana a menacé dans son livre, parce qu'il faut déjà remettre les choses dans leur contexte. Il s'agit des propos qui sont tenus dans le livre Les vérités sur l'opération turquoise, avec un sous-titre Quand les archives parlent. Vous vous rendez compte? Donc il parlait de l'opération turquoise. Et d'ailleurs, quand vous regardez comment Onana essaie de dédouaner l'opération turquoise en démontrant que ce sont des faits qui ont été commis dans le cadre d'une lutte des pouvoirs entre Hutu et Tutsi, et les Tutsis qui luttaient contre la GIR, c'est-à-dire le gouvernement intérimaire, qui était ici, je crois, des dialogues qui étaient en train d'avoir lieu entre les FPR et les partis qui étaient au pouvoir et qui étaient à l'époque dirigés par Abiyarimana, le fait président Abiyarimana. Vous voyez comment lui présente les faits. C'est comme ça qu'Onana présente les faits. Donc il dit que c'est dans les cadres, c'est dans ce contexte-là, dans cette lutte-là que les gens se sont entretués. C'est-à-dire qu'il met et les victimes et les bourreaux sur le même plan. Vous comprenez, ils se sont entretués et ce n'est pas des actes qui ont été commis contre les Tutsis seulement, mais aussi contre les Toits et contre les Hutus. Vous voyez, il généralise, donc il considère que les termes, la terminologie génocide, entre guillemets, vous comprenez, quand il met les guillemets, c'est une négation. Vous comprenez? C'est-à-dire, du moins, un procédé des discours qui consiste à s'aimer au moins les doutes. Vous comprenez? Quand il met les guillemets, il dit, bon, entre guillemets, c'est les fruits d'une campagne diplomatique et médiatique orchestrée par les FPR et par l'ONU, les États-Unis. Vous voyez, dans le cadre d'un complot vaste qui consistait à envahir le Congo. Vous comprenez un peu ça? C'est comme ça que lui, il présente. Mais le problème ici, ce n'est pas son analyse géopolitique si les enjeux des géopolitiques entre les grandes puissances, c'est-à-dire qui peuvent se disputer à juste titre, à certains égards, on peut l'admettre, que les grandes puissances peuvent avoir envie de faire même base sur les richesses du Congo, mais je ne crois pas que déjà, en 1994, les Américains avaient des difficultés pour faire même base sur les richesses du Congo, d'autant plus que le président qui était encore président, c'est-à-dire le président Mobutu, c'était un président qui était vraiment inféodé à l'Occident. C'était vraiment l'homme des Américains, du début jusqu'à ce qu'on l'a lâché. Vraiment. Parce que lors de la guerre froide, disons, Mobutu a joué un grand rôle pour maintenir le Congo, ou les Zaïre à l'époque, dans les girons. Bon, quoique même cette analyse-là diplomatique aussi et géopolitique est discutable, mais on peut le lui concéder. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est au niveau où, quand vous mettez des guillemets sur les génocides, quand vous considérez que parler de génocide de Tutsi est une vaste escroquerie, ou une vaste escroquerie parce que, d'après lui, il n'y a pas eu, il est dit comme ça, il n'y a pas eu génocide. Mais quand il n'arrive pas à assumer cela devant les juges, c'est là que l'homme m'étonne. Puisque moi, je m'attendais, en suivant les procès, je connais Sabagou, avec le même bagou, et surtout qu'il avait des avocats, il a pu se défendre. Ce n'est pas un jugement comme dans une république bananière où on accuse quelqu'un des faits, ça lui donnait la possibilité de se défendre. Non, il a été assisté de ses avocats. Donc j'étais étonné de voir qu'il n'a pas pu assumer. À un moment, il n'a même pas assumé qu'il connaît le mot génocide. Peut-être qu'il ne connaît pas la définition du mot génocide. C'est pourquoi il ne sait pas s'il nie. Mais en tout cas, nier le génocide est considéré comme une infraction qui est punissable d'une année maximum de prison et 45 000 francs d'amende. Ce que j'estime d'ailleurs, à mon humble avis, un peu dérisoire, vu la gravité des faits. Alors, on a discuté, on a suivi certains témoignages, particulièrement M. Freddy Moulumba, qui a fait savoir que l'ouvrage qui a été incriminé, c'est plutôt une thèse de doctorat défendue en 2017, qui finalement a été publiée en ouvrage. C'est-à-dire que cette thèse est passée aux mains des docteurs.
des gens qui ont, les gens qui ont des professeurs d'université, des gens qui ont fait l'université, des scientifiques avérés. Il est passé par un jury qui a sanctionné son ouvrage et qui a fait de lui, monsieur Charles Onana, comme étant docteur dans ce domaine-là. Comment se fait-il qu'un ouvrage qui est passé aux mains des scientifiques, les scientifiques l'ont accepté, et après, la justice vient bouter cela dehors? N'est-ce pas une contradiction entre la justice et l'université française? Tout d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais. J'ai expliqué ici qu'on n'a pas... D'ailleurs, l'ouvrage, malheureusement, n'a même pas été interdit. Je crois que quand même, de ce côté-là, les avocats n'ont pas fait un très bon travail. Ça, c'est à mon humble avis, ça, je parle en tant qu'avocat. Bien qu'ici, j'interviens comme étant membre du collectif de lutte contre le racisme et les discours de haine. Je crois que, quelque part, on aurait dit interdire ces livres, finalement. Parce que vous voyez, on n'a pas interdit les livres, mais vous dites que le livre a été en quelque sorte recalé par les juges. Mais quand quelqu'un exprime une opinion dans une thèse qu'il défend devant des gens qui lui donnent la thèse, ce n'est pas toujours parce qu'il considère que tout ce qu'il a dit là est vrai. C'est aussi parce que les techniques des recherches, des méthodologies ont été respectées, la forme et tout. Une thèse n'est pas dit nécessairement que c'est sa thèse. Ce n'est pas la thèse. Et il juge comment c'est fait, s'il a respecté les règles de l'art. Vous comprenez? Et si ça peut se soutenir. C'est une thèse qui circule. Mais ça ne veut pas dire que... Une thèse qui est fausse, c'est ça? Bon, en tout cas, pour la justice, il a considéré que pas tous les livres, mais certaines parties du livre indiquent clairement qu'il a utilisé des procédés de rhétorique qui sèment les doutes sur l'existence d'un génocide de Tutsis au Rwanda. Vous comprenez? Et que la crainte, si vous lisez même l'esprit des juges, la crainte est qu'à côté du Rwanda, il y a un pays voisin. Et que dans ces pays voisins, il y a des conflits qui sont actuels entre les mêmes communautés, c'est-à-dire les Hutus qui sont au Congo et les Tutsis qui sont au Congo. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui se passe au Rwanda finit toujours par avoir tôt ou tard une incidence soit positive, soit négative au Congo. C'est ainsi que quand il y a les génocides du Rwanda, nous sommes aussi victimes de ces génocides. D'ailleurs, notre chef de l'État, quand il est allé visiter le mémorial, je vais chercher ce qu'il a dit avant la fin, je vais vous le donner. Il a écrit pour que ces genres de crimes ne se répètent plus. Il a exprimé toute sa compassion à l'égard des peuples frères rwandais. Je parle des peuples frères rwandais, qui sont voisins, qui ont connu un crime qui a eu des effets et qui a provoqué la guerre en 1996 ici chez nous. Vous comprenez? Et tous les soubresauts que nous sommes en train de vivre ici actuellement au Congo, les conflits actuels entre les Hutus et les Tutsis ici au Congo, c'est les... Je peux dire, si je peux considérer que en 1994 c'était les séismes, ce sont les répliques de ces séismes-là. Vous comprenez? Et les juges, à un moment, dans leur argumentaire, ils diront que ce genre de propos tenus dans pas seulement ces livres, mais un certain acharnement constant d'Obama contre la communauté Tutsi particulièrement, parce qu'il y a encore un autre livre, ça c'est encore pire, dans lequel on a pu déceler qu'il a dit, par exemple, le livre s'intitule « C'est tuer les Tutsis ». Vous comprenez? Il est devenu comme un chantre de la haine anti-Tutsi. Et c'est quelque chose qui a aussi outré les juges. Parce qu'il pouvait aussi dire « C'est tuer rwandais ». Pourquoi c'est tuer Tutsi? Vous comprenez? Cette mise en exergue de la tutsité comme étant de quelque chose de foncièrement mauvais peut avoir une incidence négative pour la cohésion, l'unité nationale ici au Congo, parce que ça peut aggraver les dissensions et la fracture qu'il y a entre certaines communautés de l'Est et la communauté Tutsi, qui peut être du coup mis en évidence comme étant une communauté à éradiquer, comme je dis dernièrement ici, un peu comme on éradiquerait la chèvre Azazel. Vous comprenez un peu ça? Et c'est très dangereux, ce genre de procédé. Ça paraît banal, mais je vous dis, cette condamnation, c'est peut-être un petit pas pour la justice, mais c'est un grand pas dans la lutte contre les discours incitatifs à la haine qui est en train de pulluler dans notre pays, puisqu'il est devenu un peu comme l'apôtre de ce genre de discours-là. Et le juge a fait un clin d'œil au Congo en disant que ces propos
sont de nature à aggraver les conflits qui sont actuels dans un pays voisin. Dans les jugements, les juges n'ont pas cité ces pays. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec l'histoire de... Il a découvert que les Américains nous attaquaient, que les Américains ont fomenté des guerres, que les Américains ont voulu envahir le Congo en utilisant le Rwanda. Ça n'a rien à voir parce que Ngbanda Zangoko Atumbo, avant lui, a tenu ses propos. On ne l'a jamais jugé ni condamné. Et il était en France, je vous signale. Ngbanda a fait son exil en France. Il tenait des propos du genre les Tutsis Congolais n'existaient pas, tout ça, mais on n'a jamais condamné Ngbanda. Ici, c'est parce que la loi française interdit, même dans le cadre de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, interdit que quelqu'un puisse remettre en cause un crime contre l'humanité. À partir du moment où il est fait, ce n'est plus une opinion. La loi française, la loi de son pays, parce qu'il est français. Alors moi, je ne vois pas comment un Français qui nie un génocide qui a été commis au Rwanda, vous voyez, peut, quand il est condamné, rendre les Congolais malheureux. Alors que notre chef d'État, lui, s'est insurgé également contre le génocide en disant même que le Congo ne deviendra jamais un pays génocidaire. Voyez-vous? C'est là où je ne comprends pas. C'est pourquoi je vous ai demandé pourquoi ça nous choque. Ce procès alors est avantageux aussi. Le verdict est avantageux pour la République démocratique du Congo. Oui, c'est très avantageux, surtout pour nous qui sommes depuis de longues dates dans la lutte contre les discours incitatifs à la haine et les racismes. Parce qu'on ne peut pas nier que... Mais c'est au Rwanda. Pourquoi, en quoi ce discours-là, en quoi le problème du Rwanda a un impact positif sur le Congo? Mais je peux te rétorquer en te posant la question. Pourquoi ça vous fait mal lorsqu'on condamne quelqu'un pour négationnisme d'un génocide qui est lié au Rwanda? Si vous répondez à cette question, vous allez comprendre qu'il y a une corrélation entre ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui se passe actuellement au Congo. C'est-à-dire la guerre des 30 ans que nous avons ici trouve ses racines profondes dans le déplacement des populations génocidaires, des gens qui ont tué des Tutsis et qui sont venus se réfugier chez nous, à qui on a ouvert les portes. Toujours à cause de la France. Parce que c'est la France, à travers l'opération turquoise, qui a créé un couloir pour leur permettre d'entrer. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, Kengwa Dondo avait interdit leur entrée. Il avait subodoré que l'entrée de ces gens va nous amener un problème beaucoup plus grave. Et voilà qu'ils sont venus, ils ont mis 30 ans à inoculer les mêmes haines et à commettre les mêmes crimes qu'ils commettaient là-bas, parce que nous avons les mêmes genres de conflits ici au Congo entre Tutsis Congolais et Hutus Congolais. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez la correspondance entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Et les tueries qui ont commencé ici à Monkoto, partout là-bas à l'est et dans les Massissi, du fait de ces gens de la diaspora génocidaire qui ont migré chez nous, a fait qu'il y a eu des migrants, des Tutsis Congolais qui se sont réfugiés en Ouganda, peut-être 300 000, au Rwanda 100 000, au Kenya et par-ci par-là. En conséquence de quoi, aujourd'hui nous avons des mouvements rebelles ou des mouvements armés qui trouvent la main-d'œuvre dans cette communauté-là. Vous comprenez les liens? Alors, lorsque vous venez avec un discours de négationnisme, c'est-à-dire, cela peut même causer la réitération de ces mêmes actes ici au Congo, ou voire même, parce que quand on banalise des faits de génocide, on s'expose à les réitérer. Mais on a suivi des autorités nationales, même certains membres du gouvernement, qui ont demandé qu'on puisse soutenir Charles Onana dans ce procès, parce que ce procès-là, c'est aussi le procès de la République démocratique du Congo. Vous pensez qu'ils sont en porte-à-faux? Le ministre qui a parlé est en porte-à-faux? Vous savez, moi, quand je viens ici, M. Dan, il faut comprendre d'abord que je suis un analyste. De deux, je fais partie de la société civile, je suis avocat. Donc j'ai l'obligation de respecter les autorités de mon pays, puisque j'ai prêté serment de respecter les autorités. Je pense que mes analyses peuvent être mieux comprises si je n'indexe aucune autorité spécifiquement dans le sens de pouvoir dire qu'il était en porte-à-faux. Non. Ce que moi je sais, ce que moi je crois, c'est que nous n'avons pas raison de considérer que le procès de Charles Onana est un procès de tous les Congolais, puisque ce livre qu'il a écrit ne parle pas du Congo.
ce livre qu'il a écrit parle de l'opération turquoise. Et c'est un livre qui tente de dédouaner les officiers français qui étaient là-bas et qui ont laissé faire les génocides, parce que la France a un problème de conscience par rapport à ces génocides, du fait qu'il a laissé faire et il ne l'a pas empêché, alors qu'il avait les moyens de l'empêcher. Il avait une force suffisamment aguerrie pour empêcher ça. Et il a continué, la France a continué à soutenir le régime d'Abiyarimana pendant les génocides. Et après les génocides, jusque dans le cas de Mugunga Katale, où il entraînait, équipé des interamwe afin qu'ils aillent récupérer le pouvoir au Rwanda. Vous comprenez? Ce qui nous a causé tous les malheurs que nous avons aujourd'hui. Parce que c'est également la France qui a contré la RDC, ou les Zaïre à l'époque, d'ouvrir les frontières pour accueillir cette diaspora génocidaire. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ils ont fait des enfants, ils sont devenus nombreux, on ne les a jamais répertoriés, ils sont devenus nous, ils se sont insinués en nous, ils ont inoculé le venin de la haine chez nous, et nous avons maintenant du mal chez nous à conserver l'unité nationale et la cohésion qu'il y avait à l'époque d'avant leur entrée. Parce qu'avant leur entrée, les Tutsis congolais qui vivaient ici vivaient en paix. Et les Hutus qui vivaient ici, qui étaient congolais, vivaient en paix. Les deux communautés vivaient sans accord. C'est le mal qui a commencé à partir de là. Donc, ce n'est pas un sujet dans lequel où nous pouvons prendre à la légère. Et nous ne pouvons pas considérer que quand on condamne quelqu'un pour négationniste, on condamne les Congolais pour négationniste. Nous, les Congolais ne sommes pas des négationnistes. C'est comme ça que j'ai cherché, j'avais pris pour vous les déclarations du chef de l'État. J'avais mis ça par écrit quand il est allé visiter les mémorials des génocides au Rwanda. Comment dirais-je? Le chef de l'État avait condamné également, sur les livres d'or, les livres, il a écrit là-dedans des mots sur les génocides pour dire que ce sont des crimes qui devaient choquer toute l'humanité et qu'on ne devait jamais accepter que de tels crimes puissent se répéter encore. Et il a tenu plusieurs fois des discours, que ce soit au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, pour dire qu'il fustigera tout celui qui tiendra des propos et des discours ou tendant à marginaliser, à exclure ou à fustiger, à stigmatiser la communauté Tutsi. Et il a même dit à l'ONU, du haut de la tribune, que le Congo ne sera jamais, alors jamais, un État génocidaire. Nous ne pouvons donc pas nous accoquiner de quelqu'un qui a choisi les camps des génocidaires parce qu'il fait la négation du génocide. Tout génocidaire, si vous lisez les étapes de Stratton, vous allez voir qu'à la fin, les génocidaires nient toujours les génocides. Vous comprenez? Et lui, il s'inscrit dans cette lignée-là. Comment est-ce que nous, on peut être choqués? Pourquoi est-ce que nous devons nous sentir solidaires de lui? Donc voilà, moi, c'est ça mon analyse. Et c'est indépendamment de ce que qui que ce soit a dit. D'ailleurs, je n'ai pas suivi ce que les gens ont dit. Moi, je parle à partir de moi-même. Ce n'est pas un procès politique, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la politique. La justice, on ne peut pas douter de la politisation de la justice dans ce procès. Pas du tout. Non. Ce procès ne peut pas être politique dans la mesure où, si vous lisez les jugements, qui fait plusieurs pages, il y a la motivation du juge. D'ailleurs, même les avocats de Charles Onana ne sont pas contre ce que j'ai dit, dans la mesure où j'ai vu dans l'interview que l'avocat a dit non, moi je ne peux pas entrer dans l'esprit du juge pour savoir si c'est politique ou pas. Moi, ce que je sais, c'est que nous allons faire appel et nous avons des arguments à faire valoir de manière à ce que M. Onana soit acquitté au second degré. Vous comprenez? Parce qu'ils comprennent très bien, Onana comprend très bien que ces jugements jettent les discrédits sur l'ensemble de son œuvre et fait de lui un paroi, un marginal qui ne peut être écouté que par des marginaux. Vous comprenez? Il le comprend. Tous les ouvrages que Charles Onana a écrits sur le conflit dans la région des Grands Lacs seront impactés automatiquement par ce procès, par ce verdict? Vous savez, en dehors du Congo, il y a le monde. Il ne faut pas tout voir par rapport au prisme congolais. Les défauts que nous, Congolais, nous avons, c'est de penser que nous sommes un pays extraterrestre, qu'on peut évoluer dans le sens contraire du monde entier. Dans des pays sérieux, lorsque vous êtes condamné, qui plus est, dans des questions aussi graves qui touchent au génocide, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. C'est pas, les génocides concernent tout le monde. Ça ne concerne, quand il y a un génocide qui se commet au Congo, comme le génocide de Baluba qui a été commis dans les années 90
au Katanga, ça doit concerner toute bonne conscience humaine. Alors, dès l'instant où vous venez traficoter dans ce genre de choses, jouer dans cette mare-là, vous comprenez, des génocides et des génocidaires pour essayer de d'édulcorer, de banaliser. Dans le monde, lorsque vous êtes condamné, vous devenez un paria. Vous savez que vous pouvez même, il peut même peut-être perdre une chair s'il donnait coup dans des pays sérieux. Si on pouvait le prendre peut-être comme un expert par l'ONU ou quoi, c'est une tâche. Il faut une probité morale et intellectuelle à toute épreuve. Vous comprenez? On peut voir que non, il a déjà été condamné même à 6 mois ou à une année ou à une peine d'amende. Pour quelle raison? Pour apologie du génocide. C'est fini, on vous écarte. Vous comprenez? Oh, c'est un monsieur qui est encore jeune, qui est intelligent, qui a tout son pesant d'or. Ce n'est pas pour rien qu'il se bat comme un diable dans un bénitier pour essayer de s'en sortir. Mais là où je suis contre la démarche d'Obama, c'est quand, après les procès, il veut parler du Congo, alors que dans les procès, on a parlé des phrases, des parties de son livre et tout ça. Il veut parler du Congo. Le juge a aussi plus ou moins parlé du Congo indirectement. Non, il n'a pas cité le Congo indirectement. Il a parlé des conséquences graves de ses propos dans le cadre dans un pays limitrophe où le conflit en question de Hutu-Tutsi est actuel. Vous comprenez? Oui, oui. Mais il ne faut pas qu'il puisse... J'ai été quand même étonné par la modicité de l'amende. 8400. Quand j'ai lu les jugements, j'ai vu que le juge a dit qu'il tenait compte, du fait qu'il n'a pas de casier judiciaire, pour expliquer la modicité de l'amende, du fait que sa situation financière officiellement connue ne fait pas de lui un homme qui a vraiment des moyens. Vous comprenez? Et donc, je n'aimerais pas qu'Obama, Onana, puisse utiliser son manque de moyens, là, qui a poussé que le tribunal a lui infligé une peine d'amende moins forte. Je n'aimerais pas qu'il utilise ce manque de moyens comme excuse pour exploiter des haines ataviques des Tutsis dans la partie Est. Vous comprenez? Parce que là, c'est comme s'il veut que le Congo paye cette amende. Il commence à vouloir nous dire aux Congolais que non. En fait, il nous culpabilise en quelque sorte qu'on a condamné à cause de nous, alors qu'on ne l'a jamais mandaté, on ne l'a jamais envoyé pour aller nier. Et finalement, moi je connais mon pays, tu risques de voir qu'un homme de bonne volonté, parce qu'il y a beaucoup de gens ici, ou bien qu'Abed Dachou se lève, il dit voilà, lui il paye cette amende-là. Vous comprenez? Il n'a qu'à payer ses amendes et à régler avec son État, son pays. C'est un Français. Il a choisi la France comme pays. Il était congolais, mais il a préféré, camerounais, il a préféré devenir français. Il aurait pu préférer devenir congolais. On lui aurait donné notre nationalité, même si elle est inexclusive, s'il acceptait de renoncer à la nationalité française. Mais il a préféré être français, donc il traite son problème avec la justice française, qui les règle, qui ne mêle pas les Congolais. On a déjà beaucoup trop de problèmes ici au Congo. La guerre à l'Est, les déplacés de guerre, les réfugiés qui doivent... on a des négociations de Luanda. On a plein de problèmes. Ils ne voient pas... Quand il vient ici, peut-être qu'il trouve que c'est un pays où il peut facilement recevoir des dons. Son tout récent livre, parce qu'on parle, le procès dont il est question, c'est le procès qui porte sous un de ses ouvrages, l'ouvrage lié au génocide des Tutsis. Mais là, il écrit un autre ouvrage sur le Congo, particulièrement, Holocauste au Congo. C'est un tout récent ouvrage, l'omerta de la communauté internationale. Maître Thomas Gamakolo. Vous avez certainement déjà lu cet ouvrage. Quelle est votre lecture? Qu'est-ce que vous avez compris de cet ouvrage? Et quels conseils donnerez-vous aux Congolais par rapport à cet ouvrage que beaucoup aiment, que beaucoup lisent, que beaucoup achètent comme de cacahuètes? Bon, tout d'abord, M. Dan, je dois vous dire que vous ne connaissez pas peut-être très bien les réalités congolaises. Ou peut-être vous les connaissez, mais vous feignez de ne pas les connaître. Très peu de gens lisent au Congo. Très peu? Oui. C'est même ça qui est la cause du succès de ces livres. Puisque moi, quand j'ai jeté un coup d'œil dans ces livres, j'ai vu l'engouement que beaucoup de gens avaient pour l'acquérir. J'ai compris que ce sont des gens qui acquièrent juste par, comment dirais-je, par prestige ou jactance, je ne sais pas. Il prend les livres, il met là-bas, il montre que je l'ai. Mais très peu de Congolais ont lu même une ligne de ces livres. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en réalité, si un Congolais normalement constitué lit ces livres, il comprendra que c'est un chapelet de
tous les bobas qui se racontent dans la rue, de tous les stéréotypes contre les Tutsis. Le niveau de Onana, je vous dis, parce que écoute, il y a eu des auteurs beaucoup plus percutants même que lui, dans cette veine-là, d'anti-toutisme. Hein? Il y a eu des auteurs plus fins, comme Banda, qui avait non seulement les connaissances livresques, mais qui a été aux côtés de Mobutu au moment de sa chute. Et donc, qui peut décrire, dans certains cas, des faits tels que ça s'est passé dans les coulisses de la chute. Vous comprenez? Et il a plagé, il a essayé de singer ces gens-là, de les emboîter les pas, mais bon, à sa façon. Mais c'est un livre qui comporte beaucoup d'erreurs, Je peux prendre à titre d'exemple, il dit, c'est en 1974 ou 73 qu'on a fait des Banyamulenge des Congolais à travers une ordonnance que Mobutu aurait prise, où il avait donné la nationalité collective aux Banyamulenge, qu'il confond à tous les Tutsis, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu. Ils pensent que leur situation historique et leur trajectoire pour venir au Congo lors des migrations, des grandes migrations qui ont eu lieu dans les années du 18e, 19e siècle, ils pensent que ça s'est fait de la même manière entre un Tutsi qui est à Massissi et un Tutsi qui est à Minembwe. Il ne fait aucune différence. Ils confondent les villages où est né le Ruberwa, ils croient que c'est un village qui se trouve au Rwanda, alors que ça se trouve au Congo. Vous comprenez? Ils s'attaquent personnellement, hein, à la tutsité, personnellement, comme ça. Pour avoir quel intérêt, pourtant, lui, personnel? Mais écoutez, je vous ai dit que moi, je l'ai pensé très riche. Oui. Quand je l'ai vu venir, je crois que c'est un grand monsieur. Mais quand déjà le tribunal de son propre pays dit qu'on ne peut pas lui infliger une amende très forte, parce que, un, il n'a pas de casier judiciaire, deux, en tenant compte de sa situation personnelle. Vous comprenez? Donc ça signifie qu'il peut aussi le faire pour exploiter le haine atavique qui existe ici, surtout dans la partie Est, afin d'avoir un peu d'argent. Mais moi, je voulais dire ceci, cet ouvrage démontre réellement que ce monsieur n'est pas expert dans les questions des Grands Lacs. Parce qu'il place par exemple Minembwe à Massissi dans son ouvrage. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit que les gens qui affectionnent ces livres, c'est parce qu'ils écoutent des stéréotypes. Parce que tu vois, avant ces livres, il avait déjà écrit « C'est tuer les Tutsis ». Or, dans les livres « C'est tuer les Tutsis », il met la photo de Kagame, la photo de James Kabarebe et la photo de Kundabatwa. Pourquoi ne pas dire « C'est tuer alors Rwandais ». Vous voyez un peu la mise en exergue de la tutsité des tueurs. Alors que c'est un peu comme pour dire que c'est parce qu'il est tutsi qui tue. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui rendent la cohésion nationale au Congo impossible. Alors, une dernière question, en tout cas, on a pris... Donc, je conseillerais aux Congolais de ne pas trop se fier aux raisonnements spéciaux, aux argumentations spécieuses qui sont dans ces livres, parce que ça a l'apparence des arguments scientifiques, mais en réalité, quand vous regardez très bien, vous sentez que ce n'est pas consistant. Onana n'est pas du tout expert. En tout cas, il est peut-être politologue, il est peut-être docteur en sciences politiques, ça je le concède. Oui. Vous voyez, mais dans les questions des Grands Lacs, il a beaucoup à apprendre. Faut pas le lire. Il a beaucoup à apprendre. Il a beaucoup à apprendre. Voilà. Merci beaucoup, Maître Thomas Gamakolo Poutou, d'avoir été avec nous. Vous avez parlé de cette question. À tous ceux qui ne partagent pas cet avis, le plateau est là, venez aussi contredire, venez donner aussi votre point de vue. Congo Buzz va vous recevoir, c'était un chercheur qui est venu donner son avis. Le plateau est là, Congo Buzz est là pour vous tous, pour tout le monde. On ne prive la parole à personne. Liberté d'expression oblige, il a réfléchi, la réflexion en tout cas n'est pas un crime. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis, portez-vous bien. Et à très bientôt. Merci beaucoup pour l'espace que vous nous donnez et pour aussi le fait que la chaîne Congo Buzz est une chaîne pour moi qui, en tout cas d'ici là, doit être considérée comme la première chaîne du Congo, dans la mesure où elle laisse à toutes les voix la possibilité de s'exprimer. Et ici, nous vivons réellement les droits à la liberté de l'expression tel que garanti dans la Constitution. Merci beaucoup, Maître Thomas Gamakolo. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Chris Nembuka, Besse Luka, Homo Fortis Elika. À très vite.